Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur Nicéphore, le podcast qui vous fait redécouvrir l'histoire de la photographie pour insuffler une nouvelle ère dans votre créativité. Vous écoutez Élodie Bonin et cet épisode s'intitule « La photographie féministe, reconstruction et révolution ». Avant de commencer, je vous invite à vous rendre en description de cet épisode. Vous y trouverez le lien de l'article résumant le contenu à venir, accompagné des photographies et images qui seront mentionnées. Cette ressource vous sera grandement utile pour une meilleure compréhension de l'épisode. Maintenant que tout est dit, c'est parti. À l'époque où la photographie est tout juste commercialisée, les rôles stricts et genrés de la société excluent naturellement les femmes de ce nouveau passe-temps. La photographie est l'apanage des hommes, tandis que les femmes restent confinées dans les demeures familiales à réaliser leurs tâches domestiques. Mais malgré ces contraintes sociales, elles restent indéniablement attirées par ce médium novateur qui devient avec le temps plus accessible. Dans ce contexte d'attente domestique, une génération de femmes se fait connaître pour leur exploration photographique de la vie privée des classes aisées. Puisqu'elles sont accaparées par leurs enfants, leurs époux, l'entretien de leur maison et l'accueil d'invités, autant documenter ce quotidien si particulier à la féminité. Une manière de défier les stéréotypes de leur époque et d'exprimer leur propre vision, où les rôles de genre traditionnels sont remis en question. Elles s'appellent Constance Talbot, Julia Margaret Cameron et Clementina Warden. Elles ne se connaissent pas. Elles ne se sont même jamais rencontrées. Et pourtant, elles établissent déjà les premières fondations d'une photographie dite féministe pour des générations de femmes à venir, prêtes à transcender les contraintes sociales et stéréotypes de genre. C'est à la fin du XIXe siècle, grâce à l'émergence du mouvement pictorialiste, que la carrière de photographe connaît un véritable tournant pour les femmes. Tout d'abord, ce mouvement offre aux femmes un lieu d'expression personnel et subjectif, se détournant des enjeux financiers. L'entrée des femmes dans ce mouvement est donc moins controversée qu'ailleurs, et leur parole est plus écoutée, car basée volontairement sur des expériences personnelles. Mais c'est surtout grâce à Gertrude Casbir, une pictorialiste américaine, que les femmes se voient offrir une réelle indépendance financière grâce à la carrière de photographe. Gertrude est particulièrement connue pour ses photos artistiques, traitant de la maternité et de l'identité féminine. Mais au-delà de ces sujets qui déconstruisent avec force et audace des représentations sociales stéréotypées, elle y développe surtout la complexité de la vie des femmes. Son nom se fait rapidement connaître aux États-Unis et en Europe, lui permettant de jouer un rôle clé dans la reconnaissance des femmes en tant que photographe. Et ce rôle, Gertrude le prend très à cœur. C'est pourquoi elle prône activement une photographie féminine et milite pour plus d'inclusivité dans les lieux d'exposition. Sans compter qu'elle revêt également l'habit de mentor, prenant sous son aile de nombreuses femmes qui souhaitent faire carrière dans la photographie. Elle les forme dans son propre studio en tant qu'assistante, afin de leur permettre de faire carrière et de gagner en indépendance financière. Elle dira elle-même « Il n'y a rien de plus important que la dépendance d'une femme. Le métier de photographe permet cela, en leur offrant non seulement une expression artistique, mais aussi une liberté financière. » Pour mener à bien son combat, Gertrude Casbir fonde en 1910 la Women's Federation de l'Organisation photographique des États-Unis. Il est ici question de la toute première organisation qui légitimise la femme dans la profession de photographe. C'est à la fois un lieu d'échange, d'entraide, de soutien, mais aussi de débat, de combat et enfin d'exposition. Si vous souhaitez en connaître davantage sur Gertrude Casbir, je vous invite à écouter l'épisode diffusé la semaine dernière et qui lui est entièrement consacré. Je vous y parle de son parcours de vie en tant que femme photographe, pionnière de la lutte pour les droits de femmes dans la profession photographique. Au tournant du XXe siècle se développe la modernité sociale dans de nombreux pays. Les femmes s'engagent dans la lutte pour l'égalité et revendiquent leur droit de vote et à la participation politique,
à l'éducation et à la formation, au travail et à l'indépendance économique, aux égalités matrimoniales et familiales, à l'accès à la contraception, à la liberté sexuelle et aux droits individuels. Dans ce bouleversement social, politique et économique, les femmes artistes revendiquent leur place sur la scène publique. Émerge alors le modernisme, un mouvement artistique qui prône l'innovation esthétique et culturelle en représentant la réalité sociale et politique sous sa forme la plus directe. Les femmes photographes modernistes témoignent de leur expérience personnelle et de leur lutte collective. Elles documentent le militantisme et les manifestations qui sont souvent symboles de solidarité. C'est également grâce à ces photographes du modernisme social qu'est remis en question les standards de beauté traditionnels. Le corps des femmes est objectifié par les regards des hommes photographes et il est temps que cela change. 4 femmes photographes se démarquent notamment pour avoir œuvré à déconstruire les rôles de genre stéréotypés. Tout d'abord, je souhaite vous parler brièvement de Dorothea Lange. Je compte lui dédier un épisode entier pour pouvoir développer cette figure monumentale de la photographie. Mais avant cela, je souhaite axer notre regard sur son importance dans la photographie féministe. Au lieu de documenter la vie des femmes des milieux aisés, Dorothea Lange s'intéresse à la vie des marginalisés qui subissent la Grande Dépression des années 1930. Elle documente donc le quotidien des travailleurs, des familles affectées par la crise économique et met un point d'honneur à représenter les femmes qui évoluent dans ce contexte aux conditions particulièrement difficiles en tant que mères. Les femmes ne sont plus présentées comme des objets passifs de la domesticité, mais plutôt comme des figures pleinement engagées dans la lutte pour la survie. C'est d'ailleurs ce qui démarque la plus célèbre image de Dorothea Lange, Migrant Mother, prise en 1936. Il s'agit d'un portrait de Florence Owens Thompson, une mère de 7 enfants qui vit avec sa famille dans un camp de travailleurs migrants en Californie. Et ce qui fait la réputation de cette image, c'est bien la nouvelle représentation de la maternité. À la place d'une réalité romantisée et idéalisée, Dorothea Lange crée la figure maternelle souffrante, forte et courageuse. C'est le début d'un symbole. La femme est une résistante, pilier de la cellule familiale en temps de crise. Elle devient un symbole de la souffrance et de la dignité humaine, mettant en avant la force des femmes face à l'adversité. En rendant ces femmes visibles, et notamment les ouvrières agricoles, Dorothea Lange dissout les stéréotypes de genre. Elle documente leurs conditions de travail, leurs conditions de vie et leurs missions domestiques. Elle prouve que les femmes sont pleinement capables de participer à la vie économique et sociale d'un pays et sont déjà des actrices sociales à part entière. C'est également l'occasion pour Dorothea Lange d'influencer considérablement les générations futures en diffusant massivement ces images dans les journaux et magazines. En imposant cette visibilité de ces conditions invisibles, elle incite les femmes à prendre le relais et à documenter elles-mêmes, par la photographie, leur situation sociale. Margaret Bourke-White, de son côté, est une photographe qui s'intéresse à documenter la vie des classes sociales défavorisées pour ensuite influencer la société. Mais ce qui distingue notamment Margaret de ses consoeurs, c'est qu'elle est avant tout la première femme autorisée à couvrir les conflits de la Seconde Guerre mondiale et fait partie des rares photographes à capturer la réalité du camp de Buchenwald après sa libération en 1945. Par son travail, Margaret Bourke-White montre que les femmes peuvent, elles aussi, être des témoins des plus grands conflits du siècle et ont la capacité singulière d'apporter une nouvelle dimension de compréhension des sujets. Par son parcours, elle ouvre la voie d'une carrière photojournalistique à toute une génération de femmes, légitimant leur place dans des domaines qui leur sont jusqu'alors refusés. Tout comme Dorothea Lange et Margaret Bourke-White, Imogen Cunningham apporte sa pierre aux luttes modernistes, en apportant un nouveau regard, cette fois-ci féminin, sur le corps de la femme. Jusque-là, la nudité féminine a surtout été objectifiée et sexualisée par les regards masculins. Mais Imogen Cunningham souhaite nuancer le nu féminin en représentant des femmes fortes et vulnérables et en apportant son travail de jeu d'ombre et de lumière sur ces modèles. La photographe célèbre la beauté du corps féminin tout en se détachant de l'objet de désir qui leur est si souvent apporté. Ces images déconstruisent le regard masculin et distancient le corps féminin des conventions patriarcales par une puissance naturelle sans pareille. Quand Imogen Cunningham intègre le modernisme à sa pratique photographique, ces modèles ne sont plus seulement des muses, mais elles deviennent aussi des protagonistes actives des images. Ces portraits féminins gagnent encore plus en véracité grâce à des détails extrêmement réalistes, des vies de mères, d'intellectuels, d'artistes,
et de travailleuses. Après la Seconde Guerre mondiale, commence à exercer Diane Arbus. Dans ces images, la photographe se met en quête des identités non conformistes. Elle portraitise les marginaux, tels que des travestis, des drag queens, des personnes en situation de handicap et des artistes de cirque, ainsi que des familles non conventionnelles. Grâce à ses portraits frontaux et sans filtre, Diane Arbus force le spectateur à se confronter à la complexité des identités humaines. En se distançant de tout jugement, elle déconstruit les attentes sociales, supprime toute morale et remet en question la définition de normalité. En d'autres termes, elle poursuit les efforts de ses prédécesseurs pour redéfinir les identités de genre dans la société et dans l'art. Les années 1960 introduisent une photographie féministe post-moderniste qui devient lieu de contestation politique et sociale. Les femmes y revendiquent leur propre espace d'expression où elles n'hésitent pas à structurer une pensée contre le pouvoir patriarcal traditionnel. Par cette démarche, de nouveaux sujets visuels et artistiques émergent. On ose parler de sexualité féminine, de la vieillesse des corps et l'autonomie corporelle. Les photographes féministes mettent un point d'honneur à documenter le quotidien des femmes ainsi que leur lutte pour l'égalité des sexes. Une autre dimension de la photographie féministe fait son apparition dans les années 1980. On parle alors de la dimension intersectionnelle. Ce concept est introduit officiellement en 1989 par la juriste Kimberly Crenshaw. Et elle y explique que les inégalités ne sont pas seulement liées au genre, mais aussi à l'ethnie, la classe sociale, la sexualité et la religion des individus. En écho à ce nouveau concept, les photographes féministes vont avoir à cœur de rendre davantage visibles les minorités, en variant la représentation des corps. Naît alors une forte critique visuelle des normes sociales dominantes, qui pousse la création sous un regard blanc, occidental et hétéronormatif. Par cette critique, les photographes usent du corps comme un outil politique qui fait résistance aux idéologies patriarcales, prêtes à tout pour invisibiliser les identités considérées alors comme marginales. Des artistes comme Carrie Mae Weems pratiquent le médium pour analyser le rôle des femmes noires dans la société américaine. Sa série, intitulée Kitchen Table Series de 1990, plonge le pouvoir, l'intimité et la complexité de l'identité féminine noire dans des mises en scène théâtrales documentaristes. Une démarche narrative qui dévoile l'oppression singulière que subissent les femmes noires américaines dans leur quotidien. D'autres artistes comme Anna Wilk utilisent la photographie performative pour critiquer l'objectification du corps féminin par la société patriarcale. Cette démarche de réappropriation de sa propre image corporelle est une réelle remise en question des critères de beauté traditionnels. Dans ses séries photographiques et performances, Anna Wilk prend des poses sexualisées avec des objets qui dérangent le spectateur, tels que des chewing-gums mâchés en forme de vulve. Son corps, recouvert de ces éléments perturbateurs, questionne les idéaux patriarcaux imposés au corps féminin. Le postmodernisme photographique rompt définitivement avec le modernisme d'une photographie dite pure. Dès les années 60, les photographes féministes explorent plus librement leur art dans des directions subjectives et introspectives. C'est également à la lecture de ces décennies à venir que Judith Butler élabora, dans les années 90, sa théorie de performativité de genre. Selon elle, le genre est un acte performatif, et c'est par une série de comportements répétitifs que se construit l'identité genrée. Il n'y aurait donc pas de genre inné, naturel, et c'est toujours selon cette thèse de Judith Butler que cette performativité de genre influencerait en majeure partie ces photographes féministes dans leur art des années 60, 70 et 80. Par cette approche, formulée des années plus tard, les artistes de ces décennies entament de sérieuses remises en question des représentations visuelles traditionnelles du genre, et en particulier dans la culture populaire. Des photographes comme Cindy Sherman et Barbara Kruger optent alors pour la mise en scène, les déguisements et la subversion pour proposer une nouvelle définition du genre, plus flexible, fluide et malléable. Il s'agit alors d'une critique non dissimulée du male gaze. Cindy Sherman, figure majeure de la photographie féministe des années 70 et 80, explore les représentations féminines dans le cinéma hollywoodien, avec sa série intitulée
Untitled Film Stills. Elle y incarne des stéréotypes de rôles féminins. Dans des mises en scène, elle interprète la femme fatale, la ménagère, la pauvre victime et aussi l'innocente mais charmante étudiante. Ce travail dénonce la superficialité et l'ironie de ces clichés imposés par le male gaze, dans le but de façonner leur propre idéal de l'identité féminine. Dans ses photographies, Cindy Sherman utilise son propre corps pour s'engager pleinement dans ce refus de se conformer au regard masculin et souligne que l'identité féminine est, le plus souvent, une performance pour plaire à la société. Mais Cindy Sherman n'a pas été la seule photographe post-moderniste à avoir adopté le déguisement pour questionner la notion de vraie identité. Eleanor Hunting incarne elle aussi des personnages historiques ou contemporains dans sa série The King of Solana Beach, pour démontrer que l'identité est avant tout un rôle que l'on incarne sur la scène politique et sociale. Aujourd'hui, c'est Michalene Thomas qui s'aventure dans la réinterprétation des peintures classiques occidentales grâce à son regard contemporain de femme noire. Elle y déconstruit le traditionnel regard masculin blanc et hétéronormé pour y apporter la complexité et la richesse de ses combats, traitant du pouvoir, de la sexualité et de l'affirmation de soi. Tout comme Cindy Sherman, d'autres photographes usent de l'autoportrait pour affirmer leur propre subjectivité et contrer cette objectification du corps féminin. Parmi ces artistes qui travaillent l'autoportrait, j'affectionne tout particulièrement Francesca Woodman. Ces séries photographiques explorent des thèmes de l'identité, de la fragilité et de la disparition. Grâce au flou que produit son corps dans l'espace, elle questionne la frontière entre visibilité et invisibilité des femmes. Elle y aborde également la complexité de l'identité féminine qui est beaucoup moins stable et homogène que ce que la société veut nous faire croire. J'aimerais également parler de Lorna Simpson qui travaille encore aujourd'hui sur l'autoportrait comme outil de reconstruction des stéréotypes de genre. Par sa production photographique, elle exprime clairement son refus de se conformer aux définitions simplistes de ce que signifie être une femme noire et propose une nouvelle lecture intersectionnelle des identités. À compter des années 1960, les photographes féministes s'unissent donc pour formuler une vive critique du male gaze, ce regard masculin qui représente la femme comme un objet de désir offert aux spectateurs masculins et hétérosexuels. En 1981, Barbara Kruger propose un collage photographique noir et blanc, composé du slogan rouge et blanc « Your gaze hits the side of my face ». Ton regard frappe le côté de mon visage. Accusant ainsi de manière frontale la culture de consommation et l'objectification des femmes manipulées par le regard masculin. En 1989, elle expose une nouvelle affiche, intitulée cette fois-ci « Your body is a battleground ». Ton corps est un champ de bataille. Une manière directe de critiquer la manière dont les corps des femmes sont objectifiés dans la culture populaire. Ces photographies publicitaires font partie intégrante de l'imagerie de résistance contre les dominations, et en particulier contre cette culture de consommation qui veut à tout prix garder le contrôle sur les corps et les esprits des femmes. Vient ensuite Judy Dater, avec son portrait Imogen and Twinka at Yosemite de 1974, elle explore la sexualité féminine, présentant la complexité entre deux femmes de générations différentes. Elle défie les normes de l'objectification masculine, où la sexualité féminine peut être explorée pour elle-même, et non pas pour plaire au désir du regard masculin. Le postmodernisme permet également aux photographes de documenter les aspects intimes de leur vie, dont font parfois partie les violences conjugales. C'est le cas de Nan Goldin, qui déglamourise la vie intime et dévoile des relations humaines complexes et souvent violentes, telles que dans sa série The Ballad of Sexual Dependency en 1986. Della Grace Volcano, un photographe intersexe et transgenre, ouvre la voie à une imagerie androgyne et non-binaire par la représentation de la diversité des expériences corporelles. Et enfin, Zanele Muoli, qui aime à documenter les identités LGBTQIA+, et notions de genre dans le contexte culturel d'Afrique du Sud. Se démarque notamment leur série Faces and Faces, qui portraitise la communauté queer noire, autonome et détachée des stéréotypes occidentaux. À l'essor des appareils photo numériques, des logiciels de retouche et des réseaux sociaux, la photographie féministe est rendue plus accessible.
Les photographes commencent alors à diffuser leur militantisme à travers de nouvelles formes d'expression qui ne répondent plus aux critères traditionnels des galeries et magazines, mais s'adaptent pleinement aux nouveaux lieux d'exposition numérique tels qu'Instagram. Notamment en développant des projets autour de hashtags tels que #GirlGaze, initié par la photographe Amanda de Cannet et qui encourage la visibilité des jeunes photographes, femmes et non-binaires, sur les plateformes en ligne. Vient ensuite le hashtag #FreeTheNipple, qui lutte contre la censure du corps féminin sur les réseaux sociaux. Et enfin, le hashtag #MeToo, qui dénonce les violences sexuelles et prouve que l'imagerie photographique numérique joue un rôle central dans la justice sociale contemporaine. Ce cyberféminisme considère le numérique comme un outil à part entière du militantisme visuel pour prôner la libération et l'autonomisation des femmes. La photographie conceptuelle y trouve pleinement sa place pour des approches de critique sociale, telles que la justice reproductive, l'avortement et les droits des femmes. Les artistes poursuivent également leur résistance visuelle en pratiquant l'autoportrait numérique, questionnant leur propre questionnement identitaire et corporel au travers de codes esthétiques contemporains. Juno Calypso, une photographe britannique, s'autoportraitise dans des environnements qui superficialisent la féminité contemporaine et saturent les attentes sociales pour aborder des sujets autour de la solitude féminine et le consumérisme. De cette quête d'auto-documentation et de réaffirmation de soi naît alors le selfie. Souvent considéré comme une démarche narcissique, le selfie est avant tout le parfait outil pour les femmes de reprendre le contrôle de leur image et de lutter contre le male gaze. Ajoutez à cela, les photographes féministes des plateformes numériques s'attaquent aux standards de beauté, souvent manipulés dans le domaine de la publicité par des retouches photographiques à outrance qui rendent le corps idéal inatteignable dans la réalité. Certaines artistes numériques décident donc de manipuler leurs propres images par la retouche pour subvertir ces attentes esthétiques patriarcales et binaires. Tandis que d'autres prônent la body positivité en célébrant la diversité des corps, leur imperfection, leur naturel et bannissant toute retouche de leur processus créatif. Le tout en permettant l'expression de la fameuse diversité des identités de genre. Merci d'avoir écouté cet épisode de Nice est fort. Avant de partir, je vous invite à laisser des étoiles et un avis sans oublier de rejoindre la communauté de ce podcast sur Instagram et Discord. Si vous souhaitez soutenir et faire perdurer Nice est fort podcast, vous pouvez rejoindre mon Patreon à hauteur de vos moyens, vous donnant ainsi accès à des épisodes exclusifs ainsi qu'à la revue trimestrielle du média. Je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode historique et photographique. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, pour être inspirant, il suffit d'être inspiré.